d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 16 décembre. Dernière séance de l'année du Conseil de sécurité consacrée à la situation en Palestine. L'Algérie, dont le mandat expire à la fin du mois, reproche au Conseil de sécurité son inaction face aux crimes de l'entité sioniste à Gaza. Les colons sionistes font de nouvelles victimes en Cisjordanie occupée. Un adolescent est tombé en martyr, un autre a été blessé ce mardi à Beit Lahem. Deux Libanais sont tombés en martyr ce mardi suite à deux frappes distinctes menées par les forces de l'entité sioniste contre deux véhicules au sud du Liban. Au Bénin, une trentaine de personnes, majoritairement des militaires, écrouées après avoir été arrêtés en lien avec la tentative de coup d'État déjouée le 7 décembre dernier. Et puis de hauts responsables européens, dont le président ukrainien Volodymyr Zelensky, établissent un organisme international basé à La Haye et chargé de statuer sur les réparations à verser à l'Ukraine. Bonsoir à tous. L'Algérie, dont le mandat de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU expire à la fin du mois, a pris part ce mardi à New York à la dernière séance du Conseil de sécurité de l'année consacrée à la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne. À cette occasion, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a appelé les garants de l'accord de cessez-le-feu à Gaza à assumer leurs responsabilités effectives afin d'obliger l'occupant sioniste à respecter ses engagements sans exception et sans délai, tout en reprochant au Conseil de sécurité son inaction. Il s'agit de la dernière réunion sur la question de la Palestine à laquelle ma délégation, la délégation de l'Algérie, participe en tant que membre élu du Conseil de sécurité. Il est dès lors permis de se poser la question suivante. Vaut-il encore la peine de répéter ce qui est déjà écrit, ce qui est déjà corroboré et, devrais-je l'ajouter, ce qui a été ignoré à dessein? Toujours selon Ammar Benjama, les pratiques terroristes des colons sionistes sont devenues une routine quotidienne avec une moyenne de 5 assassinats par jour en 2025. En Cisjordanie, les colonies de peuplement ont atteint un nombre record. Des mesures législatives ont été prises pour étendre la loi israélienne sur l'occupation aux colonies de peuplement. Des dizaines de milliers de Palestiniens ont été déplacés de force. Plus de 1000 opérations militaires ont abouti à la détention de plus de 860 Palestiniens, parmi lesquels au moins 50 enfants. 50 enfants. Le terrorisme des colons est devenu un fait quotidien, avec une moyenne de 5 incidents par jour depuis le début de l'année. Et transition toute faite pour évoquer la situation en territoire palestinien occupé. L'entité sioniste continue de faire des victimes palestiniennes. Des sources médicales palestiniennes à Beit Lahem, en Cisjordanie occupée, ont indiqué ce mardi qu'un adolescent était tombé en martyr et un autre avait été blessé par les balles des colons qui les ont agressés sous la protection des forces de l'occupation sioniste.
Et le directeur des affaires de l'UNRWA en Cisjordanie occupée, Roland Friedrich, a dénoncé l'émission par les forces de l'occupation sioniste d'un nouvel ordre de démolition visant le camp de Nour el-Shams qui place près de 25 bâtiments du camp sous la menace d'une démolition imminente à compter du 18 décembre courant, ce qui affectera des centaines de réfugiés palestiniens ayant déjà été victimes de déplacements forcés, indiquant que selon des images satellitaires, environ 48% de l'ensemble des bâtiments du camp de Nour el-Shams avaient été endommagés ou détruits avant même l'émission du dernier ordre de démolition. Le nouvel ordre de démolition place près de 25 bâtiments du camp sous la menace d'une démolition imminente à compter du 18 décembre courant, ce qui affectera des centaines de réfugiés palestiniens ayant déjà été victimes de déplacements forcés. Environ 48% de l'ensemble des bâtiments du camp de Nour el-Shams avaient été endommagés ou détruits avant même l'émission du dernier ordre de démolition. Cette mesure s'inscrit dans un schéma récurrent observé dans la région au cours de l'année en cours, les forces sionistes procédant à la destruction de maisons dans le but d'imposer un contrôle à long terme sur les camps du nord de la Cisjordanie occupée, ce qui entraînerait un changement permanent du caractère géographique de ces camps. Et dans la bande de Gaza, à présent, les autorités sanitaires palestiniennes ont indiqué ce matin que les corps de 2 martyrs ainsi que 6 blessés avaient été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures, alors que depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en octobre dernier, 393 Palestiniens sont tombés en martyrs et 1074 autres ont été blessés, tandis que les corps de 634 martyrs ont été récupérés. Par ailleurs, le bilan provisoire des victimes de ce génocide depuis le 7 octobre 2023 s'est encore alourdi pour passer à 70 667 martyrs et 171 151 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Des membres de la défense civile de Gaza ont récupéré ce mardi le corps d'un martyr dans un bâtiment après son effondrement partiel dans le camp de réfugiés de Chateh, dans la ville de Gaza. Le bâtiment a été partiellement endommagé pendant l'agression génocidaire de l'entité sioniste. Nous étions assis là et la maison s'est soudainement effondrée sur nous. J'ai réussi à m'échapper et j'ai sorti mon fils dessous les décombres. Je l'ai tiré dehors, je l'ai serré dans mes bras et je suis descendu avec lui. Nous avons reçu un message ce matin nous informant qu'un martyr gisait sous les décombres de la maison de la famille Achawa. Les équipes de secours, les pompiers et une ambulance se sont immédiatement rendus sur place pour tenter de sauver les personnes ensevelies sous les décombres. Nous avons reçu confirmation du personnel sur le terrain qu'il s'agissait bien d'un martyr. Ce n'est pas la première fois que cela se produit dans la bande de Gaza. Nous avons été confrontés à de nombreux événements de ce genre durant cette période de fortes intempéries. Par ailleurs, les dirigeants du mouvement de résistance palestinien Hamas, le dirigeant du mouvement palestinien Hamas, Razi Hamed, a tenu les forces de l'entité sioniste pour entièrement responsables de toutes les violations et manipulations de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, visant à le faire échouer, affirmant que 813 violations avaient été enregistrées depuis son entrée en vigueur. Le nombre de maisons détruites s'élève à environ 145 habitations, dans une tentative de transformer les zones passées sous leur contrôle en un espace totalement désertique, en effaçant toute trace de viabilité, afin d'empêcher le retour des habitants dans ces zones. Surtout maintenant que les populations entendent quotidiennement parler d'opérations de destruction et d'explosion dans l'ensemble des régions de la bande de Gaza. Depuis le début de l'accord, près de 392 opérations de bombardement et de ciblage ont été enregistrées, ainsi qu'environ 46 incursions de véhicules militaires au-delà de la ligne jaune, en plus de quelques 229 incidents de tir.
Je vous en parlais en titre également. 2 Libanais ont été assassinés ce mardi lors de 2 frappes distinctes menées par l'aviation de l'entité sioniste contre 2 véhicules dans le sud du Liban. Selon l'agence de presse libanaise, des drones ont attaqué 2 véhicules. Le premier sur la route entre les villes de Markaba et Al-Hadissa à Marjayoun et le second sur la route entre les villes de Sablaïn et Jidra. Dans l'actualité aussi, Sahara occidental, la Confédération générale des travailleurs espagnols a renouvelé sa solidarité avec la lutte du peuple sahraoui pour son droit à l'autodétermination. La porte-parole du syndicat de Navarre, Ayala Puente, a souligné lors de la participation du syndicat espagnol à un événement de solidarité avec le peuple sahraoui que défendre la cause du Sahara occidental, c'était défendre la dignité et les droits de l'homme. Le conflit au Sahara occidental n'est pas seulement politique, c'est aussi une question qui relève du droit international strict, des droits de l'homme et du droit pénal international. C'est un crime contre l'humanité. Nous maintenons notre engagement historique envers le peuple sahraoui, en particulier envers ses travailleurs, car défendre le Sahara occidental, c'est défendre la dignité, les droits de l'homme et un avenir où personne ne peut imposer son autorité à tout un peuple. Au Soudan, à présent pays ravagé par plus de 2 années de guerre, les forces de soutien rapide ont lancé ce mardi des bombardements intensifs sur la ville d'El Rahad au nord du Kordofan et sur la ville de Diling au sud. Les médias soudanais ont rapporté que les bombardements avaient été effectués au cours d'une opération visant un site situé sur la route reliant les villes d'El Rahad et Al-Ubaid, précisant qu'un drone des FSR avait bombardé la région de Samas au sud de la ville de Diling et la région d'Abu Djibiha dans l'état du sud Kordofan. Et une cérémonie s'est tenue hier au quartier général de la Force de maintien de la paix des Nations Unies au Soudan, en mémoire des 6 casques bleus tués et qui ont été la cible samedi à la base logistique des casques bleus des Nations Unies à Kadougli dans la région centrale du Kordofan. L'ONU a de nouveau condamné ce mardi la frappe, avertissant que les attaques visant les casques bleus pourraient constituer des crimes de guerre au regard du droit international. Nous souhaitons vous informer des terribles attaques de drones perpétrées le 13 décembre contre la base logistique des forces de maintien de la paix des Nations Unies à Kadougli, dans le Kordofan du Sud. Ces attaques ont coûté la vie à 6 casques bleus bangladais et en ont blessé 9 autres alors qu'ils étaient en service au sein de la force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei. Ce matin, une cérémonie solennelle s'est tenue au quartier général de la mission à Abyei en hommage aux 6 casques bleus qui ont fait le sacrifice ultime dans l'exercice de leurs fonctions. Leurs dépouilles sont rapatriées au Bangladesh. Les casques bleus blessés, évacués de Kadougli vers Abyei le 13 décembre, sont soignés à l'hôpital de Fisnoua. La priorité absolue de la mission est de veiller à ce que tout soit mis en œuvre pour leur fournir les soins médicaux nécessaires. Et toujours dans l'actualité africaine, quelques 64 000 réfugiés de la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo ont rejoint le Burundi voisin ce mois-ci selon des responsables du HCR sur place alors que le conflit en RDC s'est intensifié. Selon le HCR, certains nouveaux arrivants ont des besoins médicaux urgents. Les conditions de vie ici sont très difficiles. Nous n'avons ni sanitaire, ni nourriture, ni boîte de chauffage. Nous n'avons pas d'eau non plus. Il est donc impossible de se laver. Nous passons la nuit à la Belle Étoile.
à même le sol. Hier, par exemple, nous avons dormi sous la pluie. Pour l'instant, nous n'avons toujours pas mangé. Nous avons faim. J'ai essayé de survivre en mendiant ici et là. J'ai eu de la chance de rencontrer un homme qui m'a donné un paquet de feuilles de manioc. Je les ai épluchées et pilées avec le mortier qu'il m'a prêté. Nous avons commencé à recevoir les réfugiés à partir de la RDC depuis le vendredi passé, le 5 décembre. Et depuis ce moment-là jusqu'à maintenant, on a déjà dépassé les 40 000 personnes en juste une semaine. Tout simplement parce qu'il y a eu des combats très sérieux du côté du Congo. D'abord, ça avait commencé du côté de Kamanyola. Et on a vu beaucoup de gens qui ont fui pour traverser, pour trouver la sécurité au Burundi. Et ils sont venus de Sangé, également de Katogota, de tous ces endroits. Et essentiellement, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'enfants, des personnes âgées, des personnes malades, mais également des personnes qui avaient été blessées suite à tout ce qui s'est passé du côté du Congo. Et donc le HCR avec l'ensemble du système des Nations Unies au Burundi. Et nous sommes en train d'essayer d'organiser une assistance vraiment provisoire. Ça vient juste de commencer parce que c'est un très grand nombre de personnes qui arrivent juste comme ça d'emblée en quelques jours. Je vous en parlais en titre au Bénin. Une trentaine de personnes, majoritairement des militaires, ont été écrouées ce mardi après avoir été arrêtées en lien présumé avec la tentative de coup d'État déjoué le 7 décembre. Elles ont été présentées au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à Cotonou hier, puis ont été placées sous mandat de dépôt ce mardi à l'issue de leur audition. Elles sont poursuivies pour trahison, assassinat et attentat à la sûreté de l'État. Et dans le conflit russo-ukrainien, la Russie a lancé dans la nuit d'hier des dizaines de drones dans la région d'Odessa, selon le gouverneur local, provoquant un important incendie sur un site industriel. Aucun blessé n'a été signalé. Par ailleurs, plus de 280 000 foyers ont été privés d'électricité à Odessa après ces attaques. Et je vous le disais en titre de hauts responsables européens, dont le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ont établi ce mardi un organisme international basé à La Haye et chargé de statuer sur les réparations à verser à l'Ukraine. La Commission internationale des réclamations pour l'Ukraine, signée par 35 pays, évaluera et statuera sur les demandes de réparation, y compris sur les montants à verser. Chaque crime de guerre russe doit avoir des conséquences pour ceux qui l'ont commis. Nous espérons que le tribunal pour l'agression russe commencera enfin ses travaux. Non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui aspirent à la paix en Europe. Nous attendons que tous les mécanismes d'indemnisation du registre des dommages et des réclamations jusqu'au versement effectif soient opérationnels et bénéficient d'un soutien international solide et suffisant, afin que chacun puisse avoir la certitude que tout préjudice causé par la guerre peut être indemnisé. Cette guerre et la responsabilité de la Russie doivent servir d'exemple clair pour dissuader quiconque de choisir l'agression. Dans ce même contexte, le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Alain Berset, a affirmé à La Haye que les discussions sur la responsabilité, la réparation et la reconstruction devaient faire partie des pourparlers de paix. Pour moi, une chose est claire, les discussions sur la responsabilité, la réparation et la reconstruction doivent faire partie des pourparlers de paix. Il est évident qu'il n'est pas possible de se limiter à très court terme sans réfléchir au développement, à ce que cela signifie pour la population, pour les pays, pour l'Ukraine. Et il est clair que cela doit faire partie de l'ensemble des discussions. Je vous remercie donc et vous dis à plus tard. Par ailleurs, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé ce mardi, lors d'un sommet du Conseil de l'Europe, à La Haye toujours, le président russe Vladimir Poutine, d'avoir menti publiquement au sujet de la prise de Kupiansk, ville clé du nord-est de l'Ukraine. Last week,
La semaine dernière, je me suis rendu dans l'une de nos villes situées en première ligne. Oui, notre ville de Kupiansk, qui se trouve dans l'est de l'Ukraine. Et la ligne de front est désormais très très proche. Et Poutine a menti publiquement, affirmant que les forces russes avaient déjà pris la ville. Je me suis donc rendu moi-même à Kupiansk pour montrer au monde entier que Poutine ment. Et dans ce contexte, le Premier ministre polonais Donald Tusk a, lui, confirmé que les concessions territoriales ukrainiennes faisaient partie des conditions posées par les États-Unis pour garantir un accord de paix entre Moscou et Kiev. Le plus important, et c'est peut-être là le véritable succès de Berlin, c'est qu'enfin, les États-Unis, l'Ukraine et l'Europe se retrouvent du même côté de la table. C'est fondamental, car si nous voulons obtenir quelque chose de la Russie, la seule solution est de la pousser avec détermination et unité vers l'Ouest. C'est la seule voie possible, je les connais. Le Kremlin a indiqué ce mardi qu'une trêve de Noël proposée par l'Ukraine dépendrait de la conclusion ou non d'un accord de paix. Son porte-parole Dmitry Peskov a souligné qu'il était peu probable que la Russie participe à un tel cessez-le-feu si l'Ukraine se concentrait sur des solutions à court terme et non viables plutôt que sur un règlement durable. La question est maintenant de savoir si, comme l'affirme le président Trump, nous parviendrons à un accord. Notre position est bien connue. Elle est constante et transparente. Elle est claire pour les Américains. D'une manière générale, elle l'est aussi pour les Ukrainiens. Nous en sommes confiants. Si les Ukrainiens cherchent à substituer à l'accord des options éphémères et non viables, nous ne sommes guère prêts à y participer. Nous voulons la paix. Nous ne voulons pas d'une trêve pour donner un répit à l'Ukraine et préparer la reprise de la guerre. Nous voulons mettre fin à cette guerre, atteindre nos objectifs, défendre nos intérêts et garantir la paix en Europe pour l'avenir. Voilà ce que nous voulons. En France, des agriculteurs ont investi cet après-midi l'autoroute A61 avec leurs tracteurs afin de dénoncer la politique agricole du gouvernement provoquant une interruption de la circulation dans le sens Carcassonne-Toulouse. Les agriculteurs français protestent notamment contre l'abattage de bétail effectué par les autorités en raison d'une maladie de peau nodulaire. L'armée américaine a confirmé une nouvelle attaque contre 3 navires accusés de trafic de drogue dans l'océan Pacifique oriental, tuant au total 8 personnes, alors que l'examen de ces attaques par le Congrès s'intensifie. Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, l'armée a indiqué que les attaques visaient des organisations terroristes désignées sans fournir de preuves du trafic de drogue présumé. Les frappes de ce type ont fait au moins 95 morts depuis début septembre. Le président colombien Gustavo Petro a critiqué la stratégie militaire des États-Unis dans les Caraïbes, accusant Washington d'agir arbitrairement et de tuer des civils, soulignant que les États-Unis devraient solliciter les conseils de la Colombie s'ils souhaitaient lutter contre le trafic de drogue. Y gobernantes extranjeros nos deberían respetar y pedir consejo. Les dirigeants étrangers devraient nous respecter et solliciter nos conseils, car personne ne sait mieux que les forces de sécurité colombiennes comment mener des opérations de saisie sans tuer de Colombiens. Trump devrait se montrer moins arrogant et au contraire exprimer sa gratitude et décorer les forces de sécurité qui le méritent, au lieu d'insulter, de calomnier et d'agir arbitrairement comme ceux qui ont l'habitude de tirer des missiles sans poser de questions et de tuer des pauvres bateliers et des agriculteurs qui ne méritent pas un tel châtiment.
Pour sa part, le président vénézuélien a vivement critiqué hier le président chilien élu José Antonio Kast, le mettant en garde contre toute attaque envers les migrants vénézuéliens. Le Chili, qui est le dernier pays d'Amérique latine, a basculé vers la droite en élisant un homme politique chevronné, profondément conservateur, longtemps comparé à Donald Trump. Le Chili fait face à un défi majeur car il va avoir un président pinochetiste nazi. C'est un défi de taille, mais nous n'intervenons pas là-dedans car il s'agit d'affaires intérieures chiliennes. Ce qui m'importe, c'est de dire à ce monsieur Kast qu'il a beau être un disciple d'Hitler et imprégné de ses valeurs, beau se déclarer partisan de Pinochet, il faut faire attention. N'osez pas toucher à un Vénézuélien. Ceux qui vous interpellent exigent le respect. Alors écoutez-moi bien. Quiconque s'en prend au Venezuela le regrettera amèrement. Et vous risquez gros, monsieur Kast, je vous le dis, depuis Caracas. Le président américain Donald Trump a intenté une action en justice contre la BBC, lui réclamant 10 milliards de dollars, accusant le diffuseur britannique de diffamation ainsi que de pratiques commerciales trompeuses et déloyales. Le mois dernier, Trump avait déjà envoyé une lettre à la BBC menaçant de lui infliger une amende d'1 milliard de dollars pour un montage jugé trompeur et l'un de ses discours. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.